Donc j'ai l'honneur cet après-midi de modérer cette table ronde consacrée à cet œuvre majeure de Albert Laprade, le Palais de la Porte Dorée. Je remercie Pascal et Julie de m'avoir confié cette tâche, donc c'est un grand honneur pour moi. Et j'ai l'honneur donc de vous présenter tout d'abord Armand Coutard, chargé de conservation au Palais de la Porte Dorée, qui reviendra sur le programme architectural de ce palais. Donc on parle d'architecture, on parle d'un lieu magnifique. Il s'intéressera au débat qui ont animé les années 1927 et 1928 autour du style à adopter pour ce futur musée des colonies, et il montrera comment Laprade a cherché la voie moyenne que souvent les architectes de cette époque entre deux guerres cherchaient et trouvaient entre la modernité et la tradition. Et là, c'est entre les inspirations coloniales et la sensibilité néoclassique et les goûts modernistes qu'à l'époque voilà, faisaient débat. Donc, Armand Coutard posera également la question du musée, quel est le statut de ce musée et comment aujourd'hui il fait sens vis-à-vis du musée contemporain, du statut du musée contemporain. Et donc, il analysera la disposition des espaces, les éclairages et la muséographie de ce bâtiment. Donc on va vraiment, comme on disait tout à l'heure, entrer dans cette architecture. Et donc je remercie notre intervenant. Et je laisse la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Donc j'ai mis mon petit programme, juste je vais parler en deux parties. On va se demander d'abord à Sandra. On va se demander donc quel est en quoi Laprade a cherché à donner une voie médiane entre un style classique et un style plus moderne. Et en deuxième partie, comment le musée de permanent, est-ce que le musée de permanent des colonies peut être construit comme un musée moderne? Alors, un palais colonial susceptible de faire l'union des classiques et des modernes. En mars 1927, Albert Laprade est nommé second architecte du palais des colonies, aux côtés de Léon Josselin. Dans une lettre à son patron du Maroc, Henri Prost, il juge toutefois le premier projet de Josselin assez sévèrement. Il considère et qualifie de quelconque architecture persane algéro-tunisienne d'exposition. On peut voir le premier projet de Josselin. Il demande à Prost, ne croyez-vous pas qu'il faudra faire le moins d'archéologie possible, être grand et très simple? À peine engagé, Laprade va avoir déjà l'ambition de réaliser une œuvre moderne, simple et moderne, qui n'est pas un pastiche de l'architecture coloniale. On a le premier projet en haut, et le 27 mai 1927, Josselin et Laprade présentent un second projet au comité technique de l'exposition, un projet de style Khmer indo-chinois, vous avez en bas. Et ce projet ne va pas convaincre du tout le comité technique qui va demander expressément aux architectes d'éviter tout le style colonial. Et lors de cette réunion, Laprade va présenter ses propres esquisses personnelles, dont notamment une esquisse, donc un projet de grande tapisserie de pierre aux tonalités chaudes, protégée par un dais léger et par des colonnes fines en béton et granit, qui correspond déjà à l'époque à ce qui va être construit en fait, qu'on construira ultérieurement. L'idée directrice, c'est alors d'échapper, je cite, d'échapper franchement à un emploi archéologique des architectures de diverses colonies. L'architecture est cette fois-ci considérée comme neutre et moderne, parce qu'en fait l'évocation des colonies va être laissée à l'auteur du bas-relief, donc l'auteur de cette grande tapisserie de pierre sur la façade. Au sein du comité technique, il va avoir plusieurs soutiens, Laprade, notamment Marius Blanchet, qui est un industriel isérois, et qui va être le président du comité technique, qui s'était occupé du commissariat de l'exposition de la Houille Blanche à Grenoble en 1925. Mais aussi l'architecte Jacques Herman, qui est un pionnier donc, de l'utilisation du béton armé pour la construction en France. Sauf que Laprade va devoir présenter son projet à un deuxième comité, qui est le comité d'esthétique de la ville de Paris. Et à la veille de présenter son projet, il déclare à un confrère « J'ai peur d'être traité par les uns de pompiers, par les autres de cubistes, munichois,
révolutionnaire. On est toujours l'un ou l'autre pour les plus jeunes ou les plus vieux. Je souhaite qu'on va bien plutôt me considérer comme un Français équilibré. L'expression utilisée par Laprade en fait, révèle un peu le débat sur les styles d'architecture dans les années 20. Être pompier, c'est être trop académique, tandis qu'être cubiste, c'est être trop simple, et être munichois, qui est référence à l'exposition de Munich de 1910, c'est être trop monumental. La colonnade du palais des colonies est révélateur de l'équilibre architectural que recherche Laprade, parce que si l'usage du béton permet de faire des colonnes fines et carrées, celles-ci ne sont pas laissées brutes, comme dans certains bâtiments, elles sont habillées en fait de dalles de granit. Afin de créer en fait un contraste entre la tonalité chaude du bas-relief et la colorie froide du granit. Et cette solution elle est déjà jugée trop moderne par les membres du comité d'esthétique. Ils lui demandent de choisir des colonnes plutôt rondes ou octogonales et d'ajouter un acrotère. On peut le voir sur le... Non, le celui d'après. On peut voir par rapport à le schéma précédent, il y a tout un entablement en fait, qui a été rajouté au-dessus, qui permet en fait, de cacher un projet de dôme. C'est plutôt des modifications classiques, et ça émane surtout d'un architecte, de l'architecte en chef de l'exposition coloniale, qui est Albert Tournaire. Et Albert Tournaire, il est connu pour avoir participé à l'exposition de Bordeaux de 1895, mais aussi pour avoir participé avec l'école française d'Athènes à l'étude et à la reconstruction de monuments antiques. Donc il a un goût néoclassique. Et Albert Tournaire, surtout, c'était le professeur de Laprade à l'école des Beaux-Arts. Donc il y a déjà un rapport de maître-élève qui se recrée en fait, au moment de l'exposition coloniale. Laprade va déclarer entendre les critiques de Tournaire. Il cite, je cite, « Nous devons faire tous nos efforts pour lui donner satisfaction, ce qui évidemment nous fait courir le risque d'être ni chair ni poisson. » Et finalement, à cause des contraintes budgétaires, la dimension du bâtiment va être réduite, donc ce qui va permettre à Laprade en fait, de revenir à son projet initial, mais il va garder une rancœur envers Albert Tournaire. Il va même, plus tard, il va déclarer que l'architecte en chef représente l'antithèse de l'homme nécessaire. Si le style colonial et le style néoclassique sont finalement écartés, il y a un troisième larron qui va arriver, c'est le maréchal Lyautey que vous avez ici. Ici, vous avez Marius Blanchet, le président du comité technique, et Albert Tournaire au centre, qui discute avec le maréchal Lyautey. Et lui, le maréchal Lyautey, il a plutôt une vision moderniste de l'architecture. J'ai perdu ma feuille, excusez-moi. Oui, pardon. Il veut en fait, il veut créer une maison centrale de renseignement sur les colonies. L'usage du mot maison plutôt que palais ou musée est révélateur parce que ça fait référence directement à la pensée de Corbusier de l'époque. En 1924, Le Corbusier, il déclare que l'architecture actuelle s'occupe de la maison ordinaire et courante, pour les hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais, voilà un signe du temps. Et dans son projet du palais de la Société des Nations en 1927, Le Corbusier va traiter le palais comme une maison de travail pratique. Dans une note au maréchal Lyautey en 1928, là ici vous avez des réalisations de Corbusier, il va essayer de défendre son projet, Laprade, face à Lyautey, qui selon lui est susceptible donc de faire l'union des classiques et des modernes. Je cite, « L'architecture, évidemment, procède un peu de l'esprit nouveau, mais avec modération. La composition est tellement simple et pondérée qu'elle devrait paraître pompier aux avancées. La difficulté est d'ailleurs grande d'être à la fois de son temps et sinon de toujours, du moins pas trop molle. » En admettant que son projet procède un peu de l'esprit nouveau, du nom donc de la revue fondée par Le Corbusier, en 1920, Laprade cherche à amadouer le maréchal, tout en critiquant implicitement le mouvement moderniste qu'il juge excessif. Il oppose aux avant-gardes la qualité de modération et de pondération. Le maréchal ne va cependant pas retenir en fait ces critiques, puisqu'il considère Le Corbusier comme épatant, et il demande à Laprade de réaliser des bâtiments pratiques sans fioritures, des buildings d'affaires très américains. Mais en fait, Lyautey ne va pas changer d'avis, mais il va être pressé par le gouvernement d'accepter un bâtiment, et le délai va être trop court pour créer une œuvre moderniste, donc il va finir par accepter le principe du bâtiment de Laprade.
En septembre 1928, la Prade indique qu'il commence même à s'habituer à sa physionomie. Et la première pierre du musée des colonies est posée le 5 novembre 1928. On peut voir la pose de la première pierre et la fin du chantier en 1931. Dans un rapport rédigé par Jacques Herman en 1929, le comité technique, lui, est très satisfait en fait du parti architectural. Il déclare, je cite, « La façade principale présentait un caractère résolument moderne sans être agressif, susceptible d'être considéré plus tard comme un type particulièrement intéressant de l'architecture française d'après-guerre, d'un art nouveau qui, tout en marquant bien son époque, ne se montre pas révolutionnaire au point de jeter par-dessus bord toutes les leçons du passé. » Et en définitive, le Palais de la Porte Dorée est en effet aujourd'hui considéré comme le bâtiment parisien le plus représentatif de l'art déco, qui donc précède le Palais de Tokyo et le Palais de Chaillot. Dans un second temps, donc, je vais vous parler plutôt de l'aménagement intérieur du musée permanent des colonies, et on va se demander en fait si le musée permanent des colonies est un musée moderne. Donc, en mettant l'accent sur la simplicité, la Prade cherche à créer un musée moderne. En novembre 1927, le maréchal Lyotet juge pourtant que le mot musée est horrible. Au sein de la maison de renseignement qu'il appelle de ses voeux, il faudra selon lui prévoir la place indispensable pour que toutes les colonies puissent être représentées et avoir un représentant qualifié continuellement présent. La maison Lyotet en fait n'est pas seulement un anti-palais, c'est aussi un anti-musée, parce que ce qu'il recherche, c'est le manque de place qui provoque l'encombrement des collections et l'absence d'explications sur les œuvres font partie en fait de critiques qui reviennent fréquemment dans les années 20. On peut citer par exemple des articles de Paul Valéry, Le problème des musées en 1923, et un article de Le Corbusier, Autres icônes, les musées en 1924, qui reprennent en fait ces critiques-là. Et même le maréchal Lyotet, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, il va considérer que le terme de musée ne répond que très incomplètement au rôle que doit jouer cette maison, qui doit plutôt constituer un office de travail. Et ce que va chercher, la Prade va donc chercher en fait à répondre à ces critiques dans l'aménagement intérieur. Donc le plan du palais que vous avez ici, du rez-de-chaussée, est organisé en fait autour d'une salle des fêtes carrée, sur lesquelles, avec deux halls latéraux qui la jouxtent, et des grandes galeries qui font tout le côté en fait, du bâtiment. Le musée devait être à l'origine se déployer sur 4 niveaux, répartis en 2 sections muséographiques. Il faut mettre là. Là, vous avez les différents niveaux. En fait, il y avait un rez-de-chaussée inférieur et un rez-de-chaussée supérieur. Il devait avoir une section dite rétrospective, qui est une section en fait, historique sur l'histoire des colonies, et un entresol et un rez-de-chaussée supérieur, et un premier étage, pardon, où devait se trouver une section de synthèse, qui était une section sur les apports en fait, mutuels entre la France et les colonies. Les grandes galeries donc, du rez-de-chaussée supérieur et du premier étage devaient permettre, comme au souhait de Lyotet, une présentation aérée des collections. La muséographie devait aussi avoir une visée didactique, puisqu'il est prévu dès le début d'avoir recours à des dioramas, qui sont des représentations en 3 dimensions de paysages, de scènes ou d'événements, mis en scène en fait, par un jeu de lumière. Mais la décision de créer un aquarium en fait, au rez-de-chaussée inférieur, donc, au rez-de-chaussée inférieur en 1929, a complètement chamboulé cette organisation. La section de rétrospective historique est donc réduite de façon drastique. La section de synthèse va être complètement éparpillée dans les étages. Et face au nombre important d'œuvres et de thématiques, il va y avoir un rajout, comme vous voyez ici, de cloisons en bois, en fait, qui va casser ce côté aéré des galeries. Et ça va être un musée, moins un musée moderne, qui est un musée un peu plus vétuste, et déjà dépassé en 1931. Il y a aussi les dioramas, en fait, la Prade avait des dioramas plutôt modernes, dédiés à l'économie et aux statistiques, mais il va être aussi assez déçu de la production des artistes coloniaux, qu'il va trouver en fait trop pittoresque, et pas assez moderne à son goût. Donc en fait la muséographie du musée des colonies est assez peu et pas à la hauteur des ambitions de la Prade moderne. Sauf que la muséographie n'est cependant pas un seul critère de la modernité. On peut aussi parler des éclairages et de la température,
qui sont, selon Auguste Perret, un peu des éléments caractéristiques du musée moderne. On peut voir ici des éclairages, notamment par lanternaux, des éclairages indirects, avec en fait un éclairage horizontal qui marche par réfléchissement, qui permet une lumière plus douce. Cet éclairage indirect, c'est un éclairage qui est très à la mode en fait, dans les années 1930. On peut voir aussi un autre exemple d'éclairage qui est la toiture en gradin, où c'est aussi des lanternaux qui sont insérés dans les gradins, mais qui sont supplés par des luminaires aussi cachés, qui permettent de rehausser la lumière. Et enfin, un troisième exemple, c'est plutôt des courettes en fait, intérieures, qui permettent d'éclairer les escaliers, qui permettent aussi une aération naturelle du bâtiment, et ce dont la Prade s'inspire là probablement de l'architecture marocaine, traditionnelle marocaine. Sauf que, comme l'exposition avait lieu en été, ils n'ont pas compté vraiment le chauffage central. Donc ils utilisaient en fait des radiateurs électriques ou des poêles. Calorifiques. Ce qui n'est finalement pas... ce qui ne correspond pas à l'image moderne du musée Coupeau. Enfin, au-delà des aspects pratiques, l'aménagement des espaces intérieurs du musée relève parfois d'une certaine fantaisie, qui s'oppose complètement à la vision du maréchal Lyotet. La Prade déclare en 1929: nous réclamons le droit à la fantaisie, à tous les décors de la vie qui vont bien nous suggérer, non de la tristesse mais de la joie. L'agitation folle des affaires et le struggle for life appellent un dérivatif. Building et bureaux archi-modernes, archi-nus, soit, mais de grâce, faisons de la maison, du jardin, un ensemble riant. Mêlons-y la féerie au besoin, qui nous sortira de nos soucis, nous fera oublier nos responsabilités, téléphone et machine à écrire. On peut relever trois fantaisies au Palais de la Porte Dorée. La première, c'est la galerie d'entrée, où en fait la grille de Raymond Sub, le moucharabier, fait penser à un moucharabier, fait référence au Maroc en fait. Le sol fait penser à un tapis berbère, et les lampadaires plutôt à la fautron de palier. Deuxième fantaisie, il y a la forme du toit en gradin, qui peut faire penser à la fois à quelque chose de très ancien, les ziggourats qui sont les Mésopotamiens, qui ont donné la légende biblique de la tour de Babel, mais aussi à un projet d'immeuble pyramidal d'Henri Sauvage en 1928. Et la troisième fantaisie, enfin, la dernière, on peut penser à l'architecture théâtrale, avec notamment, qui est à la mode, qui connaît un renouveau dans les années 20, et avec l'usage de balcons, qui permet en fait d'avoir différents points de vue sur le bâtiment, et notamment sur les arts décoratifs, et qu'on retrouve dans la maison Cuba en 1930. Donc la Prade a ainsi proposé une esthétique nouvelle, qui est une esthétique de synthèse entre le style colonial, le style néoclassique et le style moderne. L'aménagement intérieur, s'il avait une ambition de répondre aux problématiques du musée moderne, ce ne se résume pas à de simples espaces d'enseignement, mais faire la part belle à la fantaisie. Et dans un second temps, Laetitia va nous montrer en quoi le palais appartient plus globalement au mouvement Art déco. Je pense que ce palais, c'est celui qui incarne le plus, pas dans le cadre de la Prade, mais en général de la génération d'architectes d'entre-deux-guerres, cette tension entre modernité et tradition, que vraiment, il incarne vraiment le débat qui était présent à l'époque et le fait de manière remarquable. Alors, ce palais n'existe pas sans ses décors, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui Laetitia Ferreira, chef du service de la conservation architecturale du Palais de la Porte Dorée, qui abordera vraiment cette question complémentaire des décors du palais. Donc, elle rappellera que Albert Laprade conçoit le palais comme une œuvre d'art totale, où l'architecture dialogue avec les arts décoratifs et le mobilier. Ça, c'est vraiment important. Donc, on zoome encore, on rentre encore plus dans les détails de ce palais. Et elle nous montrera aussi comment la Prade a mis en place une démarche collective avec les plus grandes figures artistiques de l'époque, et donc il a contribué à faire de ce palais, à donner l'image emblématique qu'il a aujourd'hui. Et donc je vous donne la parole, et merci beaucoup. Bonjour, tout le monde m'entend? C'est bon,
Donc on était passé un petit peu vite sur la première slide qui vous introduisait au Palais de la Porte Dorée, même si j'imagine qu'aujourd'hui tout le monde le connaît, parce que c'est quand même le chef-d'œuvre d'Albert Laprade. Donc juste pour le situer, donc il est dans le 12e arrondissement à l'orée du bois de Vincennes, et il a été construit donc, à l'occasion de l'exposition coloniale en 1931, et il a été le seul bâtiment de l'exposition coloniale qui était destiné à rester. Donc il a vraiment été construit en dur, contrairement aux 200 pavillons de l'exposition coloniale, qui était un... J'ai l'impression que mon micro, il est... que je sois plus seul en face, d'accord, pardon. Donc je disais les 200 pavillons de... Voilà, là ça va être beaucoup mieux, oui, je suis plus, c'est mieux. Donc je disais que les 200 pavillons qui composaient l'exposition coloniale n'avaient pas vocation à perdurer, c'était vraiment du carton-pâte. Même la réplique spectaculaire du temple d'Angkor Wat n'était voilà, qu'une illusion qui a été détruite à la fermeture de l'exposition coloniale donc en novembre 1931. Contrairement au palais, qui lui avait vocation à perdurer puisqu'il abritait le musée permanent des colonistes et son nom, et il est toujours là, il est bien là, et il a été classé monument historique en 1987. Donc là, on peut retourner à mon... Voilà. Donc comme l'introduisait Antonella, là je vais parler des décors, parce que depuis ce matin on parle de jardin, de façade, de plans. Mais là, on va vraiment rentrer à l'intérieur d'un bâtiment emblématique de l'art déco. Et comme vous a fait un petit teasing, Antonella, je vais vous démontrer en quoi les décors que Albert Laprade a conçus en collaboration avec les plus grandes figures de l'art déco de son époque, pour construire, pour fabriquer une œuvre d'art collective qui est totalement en ligne avec l'esprit art déco, puisque l'art déco, c'est une œuvre d'art totale. D'ailleurs, c'est dans le droit fil de l'art nouveau, qui était aussi sur le principe d'une œuvre d'art totale, c'est-à-dire que l'architecture, les décors, même le mobilier, faisaient partie d'une unité stylistique. Donc quand on dit que le Palais de la Porte Dorée, c'est un monument emblématique de l'art déco, c'est parce qu'il incarne la plupart des éléments caractéristiques, les éléments architecturaux qui caractérisent l'art déco. Donc je vais les résumer, vous les connaissez bien. C'est tout d'abord une grande stylisation et un raffinement des formes qui sont abstraites ou figuratives, un design minimaliste, vous l'avez vu avec les différents plans que Carmen vous a montrés, des compositions très rigoureuses, avec une pureté et une sobriété des lignes géométriques, avec des angles vifs et droits. Au Palais de la Porte Dorée, même les colonnes sont carrées. Ensuite, de grands volumes, avec une valorisation du monumental, ça j'y reviendrai. La symétrie des espaces et, comme j'ai déjà évoqué, l'homogénéité stylistique avec des décors qui sont placés au même niveau que l'architecture. Donc depuis le début du mouvement de l'art déco dans l'architecture, donc dans les années 1910 à Paris, c'était principalement des immeubles d'habitation privée qui étaient construits selon ce style, cette nouvelle esthétique voilà, qui commençait à se mettre en place à partir de 1910, jusqu'à peu près jusqu'en 1940. D'où la présence principalement dans les 8e et 16e arrondissements de Paris d'hôtels particuliers art déco. Et le premier bâtiment public qui a été construit selon l'architecture art déco en 1911, c'est le théâtre des Champs-Élysées, donc qui a été conçu par les frères Perret, Auguste et Gustave, qui est donc révélateur de cette émergence de sociétés de loisirs au cœur des années folles. Donc là, on est avant la guerre et après la guerre, avec plein de salles de spectacle. En fait, ce sont les premiers édifices de spectacle publics qui sont construits selon... T'es allé trop loin, t'as avancé trop. Voilà. Pardon, parce que je n'avais pas vu. Donc là, je montre le théâtre des Champs-Élysées, le cinéma Luxor, donc, qui date de 1921,
et les Folies Bergères en 1926. Il y a aussi le Grand Rex en 1930. Donc ce sont vraiment les premiers bâtiments publics. Hein, tous ceux qui précédaient étaient privés. Ce qui est intéressant avec ces établissements, ces salles de spectacle et de loisirs, et on le voit avec donc, le théâtre des Champs-Élysées en 1911, il constitue un élément, un tournant fondateur pour l'architecture art déco, c'est qu'il est construit en béton armé. Et c'est ça qui va être déterminant dans l'architecture art déco. Et c'est pour ça que le Palais de la Porte Dorée est révélateur, voilà, avec cet usage du béton armé. L'usage du béton armé, il a deux conséquences. C'est qu'il démultiplie la portance intérieure, ce qui permet cette valorisation de la monumentalité, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des grands espaces intérieurs. Jusqu'ici, on est obligé d'avoir des poteaux parce que la façade a été aussi porteuse. Et là, avec l'usage du béton armé qui se développe à partir de 1900, et ce qui va être un élément fondateur pour l'architecture art déco, et ce qui va permettre d'avoir ces grands volumes intérieurs comme nous sommes ici. Et donc ça, c'est déterminant. L'autre conséquence de cet usage du béton armé, c'est que les façades ne sont plus porteuses. Les façades sont libres et l'architecture art déco va devenir un art du revêtement. On le voit ici avec donc, le théâtre des Champs-Élysées qui a un parement de marbre blanc. Le cinéma Luxor avec cet usage de mosaïques égyptisantes avec une esthétique de l'Égypte. Et on reparlera des mosaïques parce que les mosaïques, on en voit beaucoup aussi au Palais de la Porte Dorée, fait même par les mêmes mosaïstes que le Luxor. Et donc les Folies Bergères, c'est la même chose. Donc là, je vois qu'on peut tourner. Voilà. Voilà. Donc là, c'était pour continuer à vous démontrer donc cet art du revêtement que constitue l'art déco, qui se libère donc de cette obligation d'avoir une façade porteuse. Là, avec l'ossature en béton armé, on peut se permettre de grandes fantaisies. On voit donc en 1912-1913 le célèbre immeuble rue Vavin à Gradin, qui est recouvert de mosaïques métro, de faïences métro. Et un autre exemple, le seul exemple que j'ai sorti hors Paris, donc c'est à Toulouse, le siège de la Dépêche du Midi, dont l'architecte, qui a été construit en 1932, l'année de la mort de Léon Jossely, qui avait été donc le premier architecte qui avait été mandaté pour travailler sur le Palais de la Porte Dorée. Et comme il a été malade, c'est Albert Laprade qui était en binôme avec lui qui a pris le dessus pour le Palais de la Porte Dorée. Donc là, on peut continuer. Donc là, je vous ai montré deux exemples d'autres bâtiments qui sont dans le droit fil du Palais de la Porte Dorée, qui est fondateur par rapport à la mise en place d'éléments architecturaux caractéristiques de l'art déco. Comme je vous l'ai dit, c'est la symétrie, et donc là, c'est repris pour deux bâtiments aussi emblématiques à Paris de l'architecture art déco, que sont le Palais de Chaillot et le Palais de Tokyo, donc qui viennent juste après la construction du Palais de la Porte Dorée, puisqu'ils ont été construits en 1935 pour l'exposition universelle de 1937, mais ils reprennent exactement le même vocabulaire architectural que le Palais de la Porte Dorée, c'est-à-dire ces grandes symétries, ces grandes colonnades, là aussi au Palais de Tokyo des colonnes carrées, avec des grands espaces, avec des façades majestueuses, monumentales dans les deux sens du terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Palais de Tokyo, le bas-relief a aussi été sculpté, alors à plus petite échelle qu'au Palais de la Porte Dorée, mais par Alfred Janniot, qui est donc le sculpteur qui a conçu et réalisé le bas-relief du Palais de la Porte Dorée. Donc je crois qu'on peut, on va rester, je crois que j'ai fini sur l'extérieur.
Donc, je vous ai démontré en quoi l'usage du béton armé avait été déterminant pour la composition architecturale du palais de la Porte Dorée. Et l'autre élément, donc on en vient, c'est sur l'importance des décors. Donc on va passer sur le premier décor que vous avez déjà entreaperçu ce matin, donc avec cette pyramide qu'on devine, mais que vous avez vue à nombreuses reprises et qui figure donc aussi sur la couverture de l'ouvrage de Maurice Culot. Donc cette pyramide à gradins, avec donc des vitrages qui sont verticaux, qu'on ne voit pas du tout d'en bas. On le voit, vous l'avez vu sur la photo qui est sur la couverture du livre, et qui donne cet éclairage indirect qu'évoquait Armand tout à l'heure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Albert Laprade a construit un musée avec des caractéristiques de musée. Et on a l'habitude de dire que le Palais de la Porte Dorée, qui est donc un musée depuis 90 ans, alors ce musée a évolué dans son contenu muséographique. Il y a eu différents musées, différents avatars qui se sont succédés. D'abord le musée des colonies en 1931, en 1935 le musée de la France d'outre-mer. En 1960, là on est dans la période de décolonisation, donc on ne fait plus du tout allusion aux colonies, ça devient le musée des arts africains océaniens, le MAO, jusqu'en 2003. Et en 2003, la collection du MAO déménage au musée du Quai Branly, qui est créé à cette époque. Donc le Palais de la Porte Dorée devient une coquille vide. Et en 2007, on ouvre un nouveau musée, qui est toujours là aujourd'hui, au dernier étage, le musée de l'histoire de l'immigration. Donc depuis 90 ans, des différents musées avec des différents contenus muséographiques se sont succédés. Et ce qui est intéressant, c'est que la fonction muséale, elle est là depuis le début. Et c'est un des rares musées parisiens et même français qui a été conçu d'entrée de jeu pour être un musée. Parce qu'il y a beaucoup de nos musées qui n'ont pas été conçus comme pour être des musées. Des palais royaux, que ce soit Versailles, le Louvre, voire des gares comme à Orsay, ou aussi beaucoup de maisons particulières, d'hôtels particuliers qui deviennent des musées. Et ce qui est intéressant avec le Palais de la Porte Dorée, et ça se voit dans ce que vous a démontré Armand tout à l'heure, dans le traitement des espaces, avec notamment cet éclairage zénithal qui permet d'avoir des surfaces d'accrochage à 100%, c'est qu'il n'y a rien sur les murs, et vous allez aujourd'hui dans nos galeries d'exposition, elles sont à 100% utilisées pour les œuvres d'art ou la scénographie, et c'est ça qui est intéressant. Donc je vous parlais des mosaïques tout à l'heure en parlant des mosaïques du cinéma Luxor. Donc là, Laprade ne les a pas utilisées du tout sur les murs, encore moins sur la façade, puisque la façade est totalement occupée par le bas-relief de Janniot, mais il a utilisé sur le sol. Donc ce sont les mêmes mosaïstes, Gentil et Bourdet, qui étaient donc des mosaïstes basés à Boulogne-Billancourt et qui ont fait la plupart des mosaïques qu'on trouve dans la première moitié du XXe siècle à Paris et même en France. La piscine de Roubaix, c'est eux, le Luxor, je vous l'ai dit, la plupart des décors de mosaïques qu'on trouve à la fois Art Nouveau et Art Déco, c'est Gentil et Bourdet qui les ont faits. Et ce qui est intéressant, donc, dans cette œuvre collective dont on a évoqué en introduction, c'est que Laprade a travaillé vraiment en interaction très directe avec les artistes qu'il a mandatés, qu'il a sollicités pour son œuvre. Et on a retrouvé dans les archives, que ce soit aux AN, mais aussi aux ANOM. Donc les ANOM, ce sont les archives nationales d'outre-mer, qui sont basées à Aix-en-Provence et qui rassemble toutes les archives dépendant du ministère des colonies, et puis après donc des colonies, et aujourd'hui encore de tout ce qui est d'outre-mer. Et donc les archives administratives de la construction du palais se trouvent là-bas, et on a retrouvé donc les contrats que Albert Laprade a signé avec les artistes, les prestataires, entre guillemets, qu'il a commandité. Et on voit que donc, dans son contrat avec Gentil et Bourdet, il donnait des instructions très précises sur le type de décor qu'il voulait. Donc, Armand l'a évoqué tout à l'heure, dans le hall d'honneur, ce sont les inspirations africaines avec des tapis berbères. Et dans le forum que vous voyez là, c'est des inspirations indo-chinoises. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette interaction en permanence entre Laprade, l'architecte, et les différents artistes
qu'il a sollicité. Et ce qui est intéressant, c'est que la Prade, il a demandé à toutes les grandes stars de l'époque, toutes les grandes figures, les figures majeures de l'art déco, d'intervenir dans le palais, dans le décor, à la fois dans le mobilier. Donc là, on voit on va avoir deux exemples de commandes qu'Albert Laprade a fait à des artistes renommés, des décorateurs. Alors à l'époque, on appelait ça des ensembliers, c'est-à-dire des artistes qui faisaient l'ensemble, qui présentaient, aujourd'hui on appellerait ça des décorateurs d'intérieur, qui conçoivent l'ensemble de la décoration, donc du mobilier jusqu'aux poignées de porte, jusqu'au dessin du motif sur le sol. Et là on voit un exemple donc, du salon Afrique, donc, dans le hall d'honneur, de part et d'autre, à l'autre bout du hall d'honneur, se trouvent deux salons d'apparat, qui pendant l'exposition coloniale servaient de salon de réception à la fois d'un côté du salon, côté salon Afrique pour le ministre des colonies qui était Paul Reynaud à l'époque, et bien sûr de l'autre côté dans le salon Asie c'était le salon de réception du maréchal Lyotet. Alors vous avez noté que depuis ce matin il a pris du galon. Au Maroc c'était un général et avec la guerre faisant, il a été un éphémère ministre des armées pendant la Première Guerre mondiale. Après, il est devenu maréchal, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, maintenant, au Palais de la Porte Dorée, dans les années 30, on parle du maréchal Lyotet et non plus du général comme ce matin au Maroc. Et donc, le maréchal Lyotet avait son bureau de l'autre côté dans le salon Asie. Pour le salon Afrique, donc, la Prade a demandé à une des grandes stars de l'époque, Jacques-Émile Ruhlmann, de prendre en charge la décoration. Donc Ruhlmann a conçu la totalité donc, du mobilier avec des éléments très caractéristiques de son style. Avec, là on voit le bureau du ministre avec son piétement en forme de lyre qui est vraiment la signature stylistique de Ruhlmann et avec l'usage de matériaux très précieux. Parce que l'art déco, comme je le disais tout à l'heure, au début, c'est un art bourgeois pour décorer des hôtels particuliers, des habitations de particuliers. Et il y a eu toujours cet usage de matériaux luxueux, que ce soit le bronze, le cuir, les ferronneries, les mosaïques, tout ça c'était très, très luxueux. Et bien sûr, les bois exotiques. Et donc Ruhlmann, pour le salon Afrique, a utilisé des bois exotiques qui correspondaient un peu au propos de l'exposition coloniale qui était d'être la vitrine de l'empire colonial français et de mettre en valeur donc, toutes ces richesses des colonies. On peut passer à la slide suivante, là où on voit donc, le salon Asie, dont la décoration a été confiée à Eugène Prince, donc une autre grande figure de l'art déco, qui lui aussi a pris en charge la totalité de la décoration de ce salon. Alors ce sont des grands salons, hein, ils font 90 mètres carrés, pratiquement un appartement parisien d'aujourd'hui, avec donc la totalité du style qui est pris en charge par un seul décorateur. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un des fondements de l'art déco, c'est cette unité, cette homogénéité stylistique. Là aussi, Prince a pris en charge le dessin des meubles. Alors lui-même était ébéniste, ce que n'était pas Ruhlmann. Donc il a conçu, il a fait fabriquer dans ses ateliers ces meubles qui sont en palmier de Patawa. Là aussi c'est un bois exotique très précieux. Et il a aussi, comme Ruhlmann, fait le dessin du sol de la marqueterie en bois exotique. Là on passe à la façade qu'on a déjà évoquée, avec donc ce bas-relief immense. Plus de 1130 mètres carrés, il est très long, hein, il fait 90 mètres de long pour 13 mètres de haut, et la décoration a été confiée à Alfred Janniot, qui était aussi un sculpteur à l'époque. Alors aujourd'hui il est un peu tombé en désuétude, mais à l'époque il était aussi très reconnu. Les Niçois lui doivent la fontaine de la place Masséna, le monument aux morts. Il a fait aussi donc, beaucoup de bas-reliefs, l'hôtel de ville de Puteaux, la poste de Puteaux,
la bourse de travail de Bordeaux. Voilà, et je l'évoquais tout à l'heure, le palais de Tokyo. Et donc, il y a eu des échanges très fournis entre l'architecte Laprade et Janniot sur le programme iconographique de ce bas-relief qui représente les richesses des colonies. Donc, il y a 157 personnages, presque plus de 200 animaux qui sont représentés de façon très précise, très documentée. Même si Janniot n'a jamais visité, n'a jamais voyagé dans les colonies, il s'est beaucoup documenté donc, sur les véritables richesses, les exportations des colonies en France. Et il allait faire des croquis des animaux et des végétaux au jardin des plantes pour être très précis. Et enfin, les deux dernières slides, c'est pour vous donner envie d'aller au palais. C'est donc un espace que nous avons reconstitué parce qu'il n'existait plus, il avait été démonté dans les années 60. C'est donc au dernier étage, donc là où se trouvent les galeries d'exposition, se trouvait, Laprade avait conçu une bibliothèque qui est sur 2 niveaux. Donc là, vous avez le niveau du bas et le niveau du haut. C'était un salon de renseignement, là aussi très grand, avec un volume assez monumental. Et Albert Laprade, là aussi, a eu des interactions très serrées, très proches avec les artistes qui sont intervenus. C'est lui qui a dessiné les meubles, puisque quand on a décidé, donc l'espace avait été complètement démantelé, les meubles avaient été démontés, étaient partis dans les réserves, certains meubles étaient dans nos bureaux, dans les bureaux de l'administration. Et quand on a décidé donc de refaire cet espace, qui aujourd'hui s'appelle donc le Salon des Lacs, donc ça c'était en 2019, on l'a inauguré en 2023, ça nous a pris 4 ans, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Tout simplement, on est allé chercher les plans de Laprade aux Archives nationales, dans la fameuse cote 403 AP, où on a retrouvé donc les plans que Laprade avait dessinés de cet espace pour jouer au puzzle et remettre en place les meubles là où Laprade avait décidé qu'ils devaient être. Et on a donc on les a fait restaurer parce que ces meubles étaient très abîmés. Et là aussi, ils sont dans un bois exotique très précieux, en palissandre de Madagascar. Et contrairement à Ruhlmann et Prince, qui avaient l'habitude de travailler pour une clientèle riche, un peu élitiste, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pratiquement du mobilier tout venant. Voilà, c'est pour un usage quotidien. Alors c'est art déco, mais ce n'était pas censé être du mobilier précieux. Parce que voilà, c'était tout simplement le bureau des renseignements des visiteurs du musée des colonies. Et tu peux passer aussi, Julie, à la dernière slide pour qu'on voit donc d'autres vues de ce salon des lacs. Ces salons, cette bibliothèque a été décorée de panneaux de lacs qui avaient été réalisés par Jean Dunant. Donc Jean Dunant, l'autre grande figure art déco, donc lui il n'était pas du tout dans le mobilier, il était plutôt dans les vases, les paravents, parce que lui utilisait beaucoup la laque. Voilà, c'est devenu à partir de 1912 son matériau de prédilection. Et donc on a pu récupérer ces panneaux qui se trouvaient dans les réserves du musée du Quai Branly, parce que je vous disais tout à l'heure que le musée du Quai Branly, lors de sa création, avait pris la totalité des collections qui se trouvaient au Mao, au palais de la Porte Dorée. Et donc nous avons pu reconstituer cet espace donc avec, sous la maîtrise d'œuvre bien sûr de l'architecte en chef des monuments historiques, puisque nous sommes dans un bâtiment classé MH. Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est Albert Laprade a vraiment eu la main sur les décors et c'est ce tout, ce style global qui est très homogène justement parce que l'architecte là, il a vraiment été comme un chef d'orchestre. Il a vraiment fait appel, c'est un peu avec les divas, si je file la métaphore de l'orchestre, Albert Laprade étant le chef d'orchestre avec toutes ces divas, Ruhlmann, Prince, Janniot, Dunant, Ducodelain, donc qui est le fresquiste, le peintre qui a fait les fresques qui étaient dans le forum, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait qu'on est vraiment dans un bâtiment harmonieux et qui vraiment au cœur c'est vraiment l'essence
de l'architecture art déco, c'est que le décor participe vraiment à cette marque, ce style art déco. Enfin, merci. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions complémentaires et inspirantes. Moi je dégage quelques sujets très intéressants. On a déjà parlé de ce débat modernité-tradition pour un bâtiment qui doit être un musée, qui naît comme musée, qui ne devient pas après un musée. L'intérêt, je trouvais, c'était dans la flexibilité que tu nous as montré de ce musée qui a logé différents contenus muséographiques, ce qui n'est pas évident. Donc on parle aujourd'hui de flexibilité, mais ces années-là, ce n'était pas vraiment un mot très connu. Et ensuite, je trouve intéressant toute cette filiation que tu as établie avec le Palais de Tokyo et le Palais de Chaillot. C'est vraiment un sujet, une piste intéressante à creuser. Et après, enfin, le rapport art et architecture avec cette image de la Prade comme chef d'orchestre. Merci beaucoup. Mais bon, il y a quand même la place à quelques questions du public si vous voulez, si vous avez des questions à poser. Oui. Ouais. Je prends le tien, ça te va, non? Merci infiniment. Merci à vous. Excusez-moi. C'est simplement pour être un peu désagréable. Janniot était très mécontent de la manière dont ces sculptures étaient peu visibles en raison de la présence des piliers. Et donc, évidemment, il peut y avoir des tensions entre l'organisation architecturale globale voulue par la Prade et puis le désir très légitime du sculpteur qu'on puisse bien voir ces sculptures. Et d'ailleurs, pour nos visiteurs, c'est un peu difficile parfois de vraiment apprécier ces superbes sculptures. En effet, mais Janniot était un râleur congénital, il râlait tout le temps, il râlait contre ses fournisseurs de pierre qui étaient en retard, mais en effet, il se plaignait amèrement de, voilà, que cette colonnade cachait son chef-d'œuvre. En effet, il y a ces récriminations qu'on trouve dans les archives, mais ça ne l'a pas empêché de rester très proche de la Prade. Il en a vraiment manifestement pas voulu, mais voilà, c'était la petite anecdote. Janniot qui raloche en permanence, mais en même temps, il était très content et il avait tout à fait conscience que son œuvre, son chef-d'œuvre, parce que Janniot considérait que le bas-relief du Palais de la Porte Dorée était son chef-d'œuvre, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort en 1969, il l'assumait vraiment, il le considérait, il le mettait au pinacle, et il avait conscience que quand même la Prade lui avait fait un beau cadeau. Donc je pense qu'ils sont restés bons amis jusqu'au bout. Il y a une autre question. Je vais prendre le micro. Merci. Bonjour. À l'intérieur des salons et de ce que vous appelez le forum, en fait, on trouve des fresques, ce qui était une pratique assez rare depuis plusieurs siècles, puisqu'en général, on marouflait sur les murs. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi on a choisi la fresque, ou c'est simplement parce qu'on a eu un renouveau de la fresque à ce moment-là? Oui, je me suis... Vous m'entendez là? Non, j'ai l'impression. Oui, c'est bon. C'est revenu. Oui, j'ai pas eu le temps d'évoquer, parce que voilà, j'avais un quart d'heure, j'ai pas eu le temps d'évoquer les fresques. Mais c'est vrai que les fresques sont importantes. Merci pour cette question, ça me permet de compléter mon propos. Donc là, on est vraiment... en effet, donc la fresque, c'est donc la technique traditionnelle depuis l'Antiquité de faire de la peinture sur les murs, avant que, à partir du XVIe siècle, on fasse de la peinture à l'huile sur toile, voilà, sur des petits formats, des plus petits formats que des grands murs. Et à partir de la moitié du XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle donc le renouveau de la fresque, qui commence à reprendre du poil de la bête dans les espaces publics, pour faire dans les rotondes des bourses de commerce, ce genre de choses, dans toutes les mairies d'arrondissement de Paris, à partir au cours de la Troisième République, à partir de 1880, on commence à refaire de la fresque, et il y a au début du XXe siècle un nouvel atelier qui ouvre
à l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école de fresques, qui a été donc montée par Baudouin, qui est donc le grand chantre du renouveau de la fresque, et Ducos de la Haye, donc quand Baudouin meurt en 1929, Ducos de la Haye, qui est l'auteur des fresques du Forum, prend l'atelier de fresques de l'école des Beaux-Arts. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on est dans un classicisme, on est un retour aux sources de l'usage de la fresque, parce que les fresques qui sont réalisées au Palais de la Porte Dorée, elles ont été vraiment réalisées selon la technique traditionnelle à fresco de l'Antiquité, comme à Pompéi ou comme dans la chapelle Sixtine. C'est vraiment, on a un retour de la technique de la peinture de mortier sur le mortier frais, avec donc la peinture qui sèche en même temps que son support, et qu'il n'y a pas de vernis. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que sous les éventuelles couches de crasse qui peuvent venir sur les fresques, c'est que les pigments, ils ont exactement la même tonalité. Je suis désolée de ces sirènes. La même tonalité, la même fraîcheur qu'il y a 90 ans quand ils ont été posés sur le mortier frais. Et ce qui est intéressant avec donc l'esthétique, le style esthétique des fresques, donc là on est dans l'art déco, dans un néoclassicisme, c'est que Albert Laprade, là, il a fait appel à des artistes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui néologisme, anglicisme, mainstream. C'est qu'on n'est pas du tout dans les avant-gardes. Ils étaient tous Grand Prix de Rome. Janniot, Bouquet, donc Louis Bouquet qui est l'auteur des fresques du Salon Afrique, et Ducos de la Haye, c'était des prix de Rome, donc ils avaient été à la Villa Médicis, ils étaient abreuvés dans leur formation aux sources du classicisme romain. Et si vous tombez de Mars en 1931, vous arrivez dans le palais de la Porte Dorée, ben, vous n'avez aucune des avant-gardes. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à ce moment, à la même époque, il y avait ces avant-gardes qui étaient le cubisme, le surréalisme, tout ça n'existe pas du tout dans le palais de la Porte Dorée. On est vraiment dans une veine d'artistes officiels, avec des commandes publiques. Voilà, on est dans cette veine-là, on n'est pas du tout dans les avant-gardes de cette époque. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'a pas fait appel à des artistes coloniaux non plus. Donc il avait un mépris énorme en fait de ces artistes coloniaux, des peintres de marine, tout ça. Donc il demandait aux époulemètres qui ont fait les fresques du Salon Asie, il leur demandait surtout de ne pas faire de pittoresque, de ne pas faire quelqu'un qui cueille une orange sur un ciel bleu. Donc il voulait vraiment des artistes, quelque chose de monumental. Ah, il y a une autre question. On va prendre la dernière, parce que ça fait la demi-heure s'est transformée en 1 heure. Pour vous. Donc on va vraiment s'arrêter après. Merci. Alexia, moi, par curiosité, je pense à ce terme que j'ai lu sans vraiment me concentrer pour l'approfondir, où on parle de ce bas-relief de Janniot comme une tapisserie monumentale. Est-ce que ce terme-là, il a été proposé par Laprade? Est-ce qu'il apparaît au moment de la conception de cette Tout à fait. Je pense que la question est très appropriée, étant donné l'espace où nous sommes. Donc ce terme de tapisserie de pierre, il est utilisé d'entrée de jeu, même avant que Janniot ne soit désigné comme le futur auteur de ce bas-relief. Laprade, dans ses projets, dans les différents projets qu'il a présentés au comité, donc qui devait accepter son projet, qu'a évoqué Armand, ça fait partie donc vraiment de la première image que Laprade a utilisée pour présenter son projet, donc sur papier, sur plan, quand il a défendu son projet devant le comité technique de la future exposition coloniale, c'est lui qui emploie ce terme. En parlant d'un grand dais, comme évoquait Armand tout à l'heure, un grand dais protégeant une tapisserie de pierre. Et ça constitue vraiment l'idée première. En fait, c'est le concept. Le premier concept de la façade de Laprade. Donc c'est vraiment Laprade qui est l'auteur de ce terme, de cette indication. Et quand il a échangé donc avec Janniot, ça fait vraiment partie du cœur de sa commande. Et c'est ce que d'ailleurs Janniot a réalisé. Il n'y a pas 1 centimètre de la façade qui n'est pas sculptée. Et Janniot a vraiment
traiter son bas-relief comme une tapisserie, c'est-à-dire que, donc je viens de le dire, il n'y a pas un centimètre qui n'est pas sculpté, mais surtout, il n'a pas utilisé la perspective. C'est que donc, je vous l'ai dit, ça fait 13 mètres de haut, et les personnages qui sont en bas et ceux qui sont en haut, ils ont exactement la même échelle. Donc en fait, on est vraiment sur, et c'est ça qui renforce ce sentiment de monumentalité, de cette espèce d'effet waouh, comme on dirait aujourd'hui, d'être aspiré devant ce bas-relief qui foisonne, qui nous aspire dans cette foultitude de détails. Et c'est vraiment une référence pour la Prade des tapisseries médiévales. Hein. Quand on est devant la tapisserie de la Dame à la licorne au musée de Cluny, on a vraiment ce sentiment de foisonnement et donc d'absence de perspective, et c'est ça qui est intéressant. Et donc Janniot a triché pour mettre en place cette absence de perspective et ne pas donner l'impression que les personnages flottent, que ceux en haut flottent. C'est qu'il a dissimulé les pieds. C'est qu'on ne voit jamais les pieds des personnages qui sont en haut, on voit ceux qui sont en bas, mais en haut, il se débrouille toujours pour mettre une touffe d'herbe, un petit clapotis d'eau pour dissimuler les pieds et avoir ce plan vertical et non pas horizontal comme la perspective peut l'inspirer. Merci. Merci beaucoup. Encore bravo à vous.